Pour le panel politique ce soir, je rejoins Josée Legault, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Jonathan Trudeau, animateur au FM 93, et Alec Castonguay, animateur de Midi Info. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer ce soir avec ce texte de notre collègue Thomas Gerbet qui nous apprenait ce matin que le gouvernement a retiré des arguments scientifiques d'une première analyse qui avait été faite. C'était pour un projet résidentiel sur le terrain en Montérégie que voulait Nordvolt. Et ces éléments-là ont été retirés quand l'analyse a été faite pour le projet Nordvolt. En fait, le ministère de l'Environnement avait refusé justement l'implantation, premièrement, d'un projet immobilier sur le même site. Et il semble avoir été peut-être un petit peu plus indulgent quand Nordvolt voulait avoir ce terrain-là. Mais selon François Legault, il ne faut pas faire la comparaison. Puis il y avait même une démonstration à nous faire. On va le regarder. Dans le dossier Nordvolt, avec l'immobilier, un projet immobilier puis un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes. Bon, il a même pris le temps d'aller chercher des fruits. Pour que les gens comprennent, on vous a préparé un tableau pour vous montrer aussi la différence entre les deux projets. Nordvolt, évidemment, qui est l'usine de batterie. Là, on parle de 138 000 mètres carrés qui est nécessaire de terrain versus le projet résidentiel dont on parle, qui avait été présenté il y a quelques années, qui était plus petit quand même. Là. Dans le cas de ce projet résidentiel, c'est ça. Dans le cas du projet résidentiel, ça a pris beaucoup de temps à l'analyser. Puis dans le cas de Nordvolt, ça a été très rapide, puis c'était l'inverse. Je suis en train de me mêler dans le tableau, là. Mais ce que je veux vous expliquer finalement, c'est que Nordvolt, on l'a approuvé assez rapidement versus le projet résidentiel. Ça, de son côté, ça ne fonctionnait pas. Bon, alors, je veux vous faire réagir là-dessus. En premier, Josée Legault, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la nature du projet qui est en cause ici ou ça devrait être davantage les impacts? Bien, d'après les experts, ça devrait être les impacts, évidemment. Donc, peut-être que le premier ministre, il trouvait sa démonstration drôle. Mais quand je l'ai vu, moi, ça m'a fait penser au titre d'un roman de San Antonio, Une banane dans l'oreille. Et quand on a une banane dans l'oreille, bien, ce qui arrive, c'est qu'on n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien ce qui se dit en ce moment, ou en tout cas, on ne veut pas l'entendre. Et ce différentiel-là de temps d'analyse et de nature d'analyse aussi, bien entendu, bien, ça soulève toute la question qui pose problème sur le projet Nordvolt, c'est-à-dire le manque de transparence et cette impression qui s'est installée par manque de transparence sans qu'il y ait eu un examen du BAP aussi, qu'il y aurait eu un petit peu carte blanche pour la compagnie suédoise, à tort ou à raison. Mais c'est ce qu'on entend surtout comme critique, ça porte sur le manque de transparence et ce que apporte Thomas Gerbet comme élément, bien, ça ajoute à cette problématique-là. Et Jonathan, ce qui est encore au cœur du débat, c'est à savoir, est-ce qu'ils ont eu un traitement de faveur, est-ce qu'ils ont eu des passe-droits? C'est ce dont se fait accuser encore le gouvernement. Oui, pour poursuivre dans la thématique des fruits et légumes, c'est devenu une patate chaude un peu pour le gouvernement de François Legault. Il y a une chose, à mon sens, qui est claire. Le premier ministre a beau dire, Pierre Fitzgibbon a beau dire, vous savez, un projet immobilier, c'est pas la même chose qu'un projet industriel et tout ça. On peut comprendre que, bon, il y a certaines nuances à apporter aussi, qu'on ne touche pas exactement au même milieu, mais il y a un élément qu'on ne dit pas du côté du gouvernement et sincèrement, je trouve qu'on n'aurait rien à perdre à le dire, c'est-à-dire que si on prend les spécialistes en environnement qui étudie un aspect, c'est-à-dire les impacts écologiques, environnementaux sur un projet, bien, c'est une lorgnette. Or, le gouvernement, lui, il doit évaluer plusieurs aspects, les retombées économiques. Et là, si on compare un projet de développement résidentiel avec un projet d'usine de l'ampleur de celui de Nordvolt, qui a des impacts économiques, qui va créer des emplois, qui va positionner le Québec avantageusement en matière d'électrification des transports, de décarbonation, bien, il se peut que lorsqu'on fait la comparaison, le rapport coût-bénéfice, bien, on juge qu'il y a un programme, un projet qui est plus souhaitable que l'autre. Je pense que le gouvernement aurait tout avantage à élaborer sur ce message-là, plutôt que de chercher certains faux fuyants et par le fait même d'alimenter, si on veut, le scepticisme ou les suspicions envers le projet. Alec, gardez votre idée parce que je veux vous montrer justement un extrait qui allait dans le sens là, de Pierre Fitzgibbon où il dit que le terrain était plus propice à un projet d'usine qu'un projet immobilier. C'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme. Hein. Ce qui veut dire...
Bien, si vous dites, c'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était le CIL contaminé pendant des années. Alors, parlez aux gens de Saint-Basile, de Costerville. C'est un terrain qui était oublié. Alex, je sais que vous avez reçu en entrevue le ministre de l'Environnement à votre émission à Midi Info. Est-ce que vraiment le terrain est préférable pour un terrain, pour une usine? Est-ce que c'est mieux de l'utiliser que pour un projet résidentiel? On nous dit, c'est pas les mêmes normes. Non, je ne sais pas si c'est préférable ou non. Je ne suis pas un expert dans le domaine. Ce qui est clair, par contre, c'est que ce n'est pas un terrain qui était très convoité, là. Il a été en friche pendant des décennies. Pourtant, il est assez près de Montréal. Donc, ce n'est pas un endroit qui était facile à opérer, à décontaminer. On aurait certainement été capable d'en faire un projet résidentiel, mais le projet d'usine semble être un bon endroit pour l'installer. Moi, ce qui me chicote dans tout ça, et moi, je pense que je suis assez d'accord quand on regarde un peu les deux projets, que ce ne sont pas les mêmes projets, pas nécessairement aux mêmes endroits. On protège des éléments, par exemple, pour le petit Blongio avec l'usine de Nordvolt qu'on ne faisait pas. Hein, le petit oui, qui est un oiseau, merci de le rappeler, qu'on ne faisait pas avec le projet résidentiel. Donc, je pense que ce projet-là est plus abouti que celui assez préliminaire du projet résidentiel que Luc Poirier et ses associés avaient déposé. Là où ça me chicote un peu, et je rejoins Josée là-dessus, c'est que j'ai pas l'impression que le ministre de l'Environnement, qui devrait être celui qui nous rassure, est vraiment au bon endroit sur ce dossier-là. Que Pierre Fitzgibbon fasse la promotion de Nordvolt en disant que c'est un bon projet, c'est normal pour la décarbonation du Québec, mais que depuis le début, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, lui aussi s'assimile un peu à un promoteur où il dit « ce projet-là, il est bon, j'en ai besoin, il faut que ce soit rapide, il faut qu'on ait de l'avant rapidement ». Il l'a dit au mois de novembre, il l'a répété à mon émission ce midi. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment son rôle? Ou est-ce qu'au contraire, lui, il ne devrait pas s'assurer que toutes les étapes soient bien faites pour que la méfiance soit moins présente? On a comme l'impression, chez des citoyens et des groupes écologiques, en fait, qu'il n'y a personne au gouvernement qui vraiment regarde ça d'assez près pour savoir si tout est bien fait. Et c'est de peut-être cette impression-là de ne pas avoir au moins le ministre de l'Environnement qui, je ne sais pas, a un certain scepticisme, un sain scepticisme, disons-le comme ça, pour s'assurer que les étapes sont faites dans l'ordre, qui peut-être fait en sorte que les gens doutent un peu. C'est ça, on a l'impression que, allez-y Josée, qu'il y avait peut-être une pression. Là. Je ne sais pas si vous vouliez aller dans ce sens-là. Oui, mais je pense que, incluant dans les gouvernements précédents, vous savez, c'est vraiment plate à dire, là, mais les ministres de l'Environnement, lorsqu'ils sont face à un gros projet économique, même s'il y a des questionnements sur le plan écologique, ils ne sont jamais de taille politiquement face au ministre de l'Économie, au ministre du Développement, etc. Donc, ça c'est pas nouveau, mais c'est ça, c'est que ça ajoute à la méfiance qui s'installe. Et ce qui ajoute aussi, c'est l'attitude du ministre Pierre Fitzgibbon qui, au lieu de s'en tenir à vendre son projet, puis peut-être aussi jeter du lest sur les vérifications environnementales, s'en est pris à des boucs émissaires, s'en est pris aux médias, aux journalistes, aux écologistes, qui l'a accusé eux-mêmes là, d'installer ou d'entretenir une méfiance au sein de la population, alors que c'est le manque de transparence du gouvernement qui alimente cette méfiance-là. Alors, si le gouvernement est vraiment persuadé que c'est un super projet, nickel, pour l'avenir du Québec, ça va faire un leader du Québec dans la filière batterie, bien, il n'y a rien à perdre à faire les vérifications qui sont nécessaires et à être plus transparent. Mais en même temps, on ne se leurra pas. Là. On voit que Pierre Fitzgibbon a plus de poids à l'intérieur du Conseil des ministres. Imaginons un scénario où le ministre de l'Environnement, il reste sur la place publique, c'est ça, mais en disant, vous savez, je suis très, très, très sceptique face à ce projet-là. On pourrait ouvrir le panel à tous les jours pendant 6 mois avec cette dissension-là au sein du Conseil des ministres. Donc, est-ce que le ministre de l'Environnement doit accepter certaines concessions? Oui, mais moi, j'appelle un peu de perspective quand même dans ce dossier-là parce que on n'est pas dans le même genre de dossier où, par exemple, le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, doit avaler des couleuvres et défendre des projets de pipeline, des projets d'exploration, les sables bitumineux et tout ça. Gardons en tête qu'on parle d'un projet qui va permettre enfin au Québec d'utiliser des matières premières et ensuite de les transformer, d'amener ça sur le marché, de participer à l'électrification des transports et même d'essayer d'aller de façon circulaire, faire le recyclage de ces batteries-là une fois leur vie utile terminée. Donc, il reste que l'essence même du projet, quand on prend l'œil environnemental, c'est un projet qui, à mon sens, est souhaitable. Donc, est-ce que le ministre de l'Environnement considère qu'il y a certains sacrifices qui en valent la peine? Moi, je pense qu'ultimement, c'est le calcul qu'on fait du côté du gouvernement, là. Mais il y a un narratif quand même qui est en train de s'installer. On va écouter Marc Tanguay, chef du Parti libéral, là-dessus.
Personne même qui peut dire que le traitement entre Nordvolt et le projet précédent, il n'y a pas eu un traitement différencié. Alors pour nous, ça a toutes les apparences d'une commande politique. Maintenant, on pose la question, je le pose la question à François Legault, qui a passé la commande politique de faire atterrir le cas échéant, le projet Nordvolt? Sur ce sujet-là, peut-être le mot de la fin à Alec. Est-ce qu'on peut encore renverser la vapeur dans le dossier de niveau communication pour le gouvernement? Je pense que oui. Je pense qu'on est capable de renverser la vapeur. Je serais d'ailleurs curieux de voir, parce qu'on n'a pas vu de sondage sur le sujet, je serais curieux de voir la population, elle se situe où. Je pense qu'il y a encore un appui à ce projet-là, parce que Jonathan a mentionné qu'il y a quand même des très bons côtés. Et quand on parle de traitement différencié, pour reprendre ce que Marc Tanguay a dit, c'est vrai. Je ne suis pas davantage certain que d'attendre 2 ans et 9 mois pour avoir un refus du ministère de l'Environnement est tout à fait normal non plus. Peut-être que 4 à 5 mois, ça a l'air rapide. Peut-être que ça devrait toujours être pas mal la norme et que les 2 ans et demi ou presque 3 ans dont les anciens promoteurs ont dû attendre pour avoir leur réponse, c'est pas normal non plus. Si ça prend des commandes politiques pour que le ministère de l'Environnement se réveille, il y a peut-être bien des projets qui aimeraient ça qu'il y en ait des commandes politiques parce que bon Dieu, ça n'a pas de bon sens non plus d'attendre presque 3 ans pour savoir si son projet va être accepté ou non au ministère de l'Environnement. Peut-être qu'il y avait des lacunes là avant. Ça me fait poser quelques questions aussi. C'est ça, là, vous faites référence au projet résidentiel où ça a été quand même pas mal plus long. Allez-y, Josée. Très long. Non, mais c'est ça. Mais je vais juste terminer sur... sinon, on va questionner l'utilité du BAP, là. Alors, je pense que ça aurait été un passage obligé. C'est vraiment dommage et c'est un des gros problèmes dans ce dossier-là, que ça n'ait pas passé par un examen du BAP. Parce qu'il n'y en a pas de BAP pour la phase 1. On va passer maintenant à l'autre sujet parce que je pense que ça fait pas mal réagir aussi. En fait, je vous ramène hier à la période de questions. C'était une question de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, sur les demandeurs d'asile. Puis essentiellement, ce qu'il disait à François Legault, c'est, vous voyez, vos demandes ne se rendent pas jusqu'à Ottawa, vous n'en avez pas de réel pouvoir, etc. Ce à quoi a répondu ceci, François Legault. Le premier ministre reconnaît-il que la politique d'immigration de la CAQ est un désastre au niveau du français? Ce que je demande au chef du Parti québécois, c'est de travailler avec moi à aller convaincre le gouvernement fédéral. D'ailleurs, j'ai le goût de lui demander, là, à quoi ça sert le Bloc québécois à Ottawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais vous faire tout de suite entendre la réaction de Yves-François Blanchette. Sur la nation québécoise, sur à peu près tous les dossiers, on est souvent les porteurs de consensus de l'Assemblée nationale, puis parfois assez précisément du gouvernement. Ma seule hypothèse, c'est que le Bloc, compte tenu de son succès actuel et de sa position évidemment en faveur de la souveraineté du Québec, est un peu instrumentalisé dans un conflit intérieur à l'Assemblée nationale. Alec, pourquoi il a posé cette question-là, François Legault? À quoi sert le Bloc? C'était émotif ou... Bien, clairement, le Il Bloc... l'a posé 3 fois. Oui, mais clairement, le Bloc qui était plus distant du Parti québécois dans les dernières années, quand le Parti québécois était dans la cave des sondages, recommence à se rapprocher du PQ. On a vu Paul Saint-Pierre Plamondon aller au dernier caucus congrès du Bloc. Entre autres, ça doit chicoter un peu François Legault, qui avait le Bloc pas mal de son bord depuis qu'il était au pouvoir. Ceci dit, c'est peut-être une attaque un peu plus partisane de François Legault, mais elle est mal placée, je pense, particulièrement dans ce dossier-là. Le Bloc québécois, dans certains dossiers, a prouvé son utilité. Je pense au scandale des commandites à l'époque. Moi, j'étais à Ottawa et si le Bloc québécois n'avait pas posé de questions sur ce dossier-là, pas beaucoup de députés à la Chambre des communes dans les autres partis en auraient posé au gouvernement libéral de l'époque. Déséquilibre fiscal, le Bloc a joué un grand rôle aussi pour l'amener sur la place publique. Et dans le cas de l'immigration, qui est le cas qui nous occupe, s'il y a bien un parti qui relaie les demandes du Québec pour qu'il y ait moins d'immigration au Canada, qu'on ferme le chemin Roxham, qu'on dédommage le Québec pour les demandeurs d'asile, c'est bien le Bloc québécois. Donc, dans certains dossiers, le Bloc a effectivement peut-être une utilité discutable, mais pas dans le dossier de l'immigration. Donc, le moment choisi par François Legault pour attaquer le Bloc et par ricochet le PQ m'a semblé un peu mal choisi. Josée, votre avis là-dessus? Oui, je suis d'accord, mais... je pense qu'il faut voir aussi que sur la question des insuccès, de l'autonomisme de François Legault et de la CAQ face à Ottawa, puis je pense qu'il faut conclure à ça, là. C'est clair que M. Legault a l'épiderme très, très sensible sur cette question-là, hein, parce que c'est ça que ça dit finalement, parce qu'il passe son temps à faire des demandes à Justin Trudeau, puis il passe son temps à se faire refuser. Donc, il refuse aussi, évidemment, la tenue d'un référendum sectoriel sur le rapatriement des pouvoirs en immigration, etc. Donc, il y a ça.
Mais ce que je trouve vraiment... enfin, j'ajouterais 2 petites choses. C'est que, bon, je pense que M. Legault, déjà en 2021, lorsqu'il avait appuyé le Parti conservateur du Canada à l'élection fédérale, avait enjoint les Québécois même à voter conservateur. Ce qu'il a dit déjà à l'époque, dans les faits, implicitement, c'était que pour lui, le Bloc servait à rien. Mais l'ironie dans ça, Véronique, très franchement, c'est que le Bloc québécois il a été fondé par Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard, c'est celui qui a amené François Legault en politique. C'est son mentor, c'est son idole, c'est son ami. C'est quelqu'un dont il est resté extrêmement proche. Moi, j'aurais aimé ça voir la réaction de Lucien Bouchard. Lui-même avait déjà dit quelque chose dans le passé. Lucien Bouchard lui-même avait déjà dit dans le passé quelque chose du genre, là, que l'utilité... Il questionnait lui-même à un certain moment l'utilité du Bloc. Ben c'est ça. Je comprends parce que, juste pour terminer, je comprends parce que Lucien Bouchard, de toute manière, il a dit tout et son contraire à travers sa carrière politique, il faut quand même l'admettre. Mais c'est quand même spécial de voir un premier ministre du Québec qui attaque un parti, finalement, qui le dénigre, qui dit qu'il ne sert à rien, lorsqu'il y a quand même des Québécois qui ont voté pour ce parti-là. Jonathan? Essentiellement, je pense que François Legault, il attaque un mouvement qui prend de la vigueur, le mouvement souverainiste. Bon, on peut tenter de les diviser. Et je conviens que c'est toujours assez fascinant de voir François Legault, donc, s'attaquer à l'idée de la souveraineté, puis de parler du Grand Soir et tout ça, alors qu'il était un des artisans de ce projet-là. Puis là, bon, aujourd'hui, on semblait voir, hier, on semblait voir un François Legault qui mettait la cape du capitaine Canada, même s'il ne l'aime pas, préfère la cape du capitaine Québec. Il reste que la question de l'utilité du Bloc québécois, elle se pose depuis des années et je pense qu'elle va continuer de se poser. On faisait référence à Lucien Bouchard, je vais le paraphraser, peut-être que José Allec aurait les termes exacts, mais si je me souviens bien, Lucien Bouchard, au moment de la création du Bloc, avait dit quelque chose comme « on sera jugé de la performance du Bloc québécois dans sa capacité à ne pas perdurer dans le temps ». Or, quelques dizaines d'années plus tard, le Bloc québécois est encore là. Moi, je conviens aussi que le Bloc québécois, oui, est capable de défendre des dossiers à Ottawa. En même temps, est-ce qu'il est plus efficace que le gouvernement du Québec? Si on compare au cours des 6 dernières années, certains gains, je ne sais pas moi, des ententes en infrastructure, par exemple, des trucs comme ça, que le gouvernement du Québec a fait, est-ce que le Bloc a fait ces gains-là, particulièrement dans un contexte, une dynamique où il y a un mariage forcé entre les libéraux et le NPD? Quelle est l'influence réelle du Bloc québécois sur les décisions au fédéral? Puis je termine, Véronique, en disant que j'en ai toujours un peu après l'idée que ou la notion véhiculée par le Bloc, qu'il y a à peu près juste le Bloc québécois qui peut défendre les valeurs québécoises à Ottawa. Il y a plus de 70 députés du Québec qui sont là, qui, je pense, dans la majorité, ça ne paraît pas toujours quand on regarde certains députés comme Mark Miller et autres au Parti libéral, mais qui ont eux aussi à cœur les intérêts du Québec. Bien, c'est ça, justement, Alec. Moi, on me disait, on ne visait pas juste le Bloc. En réalité, François Legault voulait parler de tous les élus du Québec. Ça inclut tous partis confondus. C'est juste qu'il n'a pas nommé les autres partis. Ouais, c'est pas un petit détail quand même, là. Si on a l'impression que les députés du Québec de tous les partis ne font pas le travail, ils pouvaient le dire exactement comme ça, on aurait compris. Non, je pense qu'il y avait un petit côté partisan. Jonathan a raison. C'est le mouvement souverainiste qui le chicote, qui monte dans les sondages. Puis on a attaqué le Bloc pour attaquer le PQ par la bande. Je répète que le Bloc est critiquable, il n'est pas utile dans tous les dossiers, mais sur celui de l'immigration, ils font un travail à la Chambre des communes, là. Est-ce que ça veut dire que ça paie des dividendes? Bien non. Visiblement, le gouvernement libéral prend beaucoup de temps à changer ses paramètres. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, des gens qui posent des questions. Et si le Bloc n'était pas là, pas certain qu'on poserait beaucoup de questions. Il y a une unanimité à la Chambre des communes autour de l'immigration au Canada. Mis à part le Bloc québécois, l'NPD, les conservateurs, les libéraux s'entendent très bien sur les cibles actuelles. José, 30 secondes. Le Bloc québécois et la CAQ, pourtant, en campagne électorale, l'un et l'autre, parfois, se sont aidés? Plus au début, je pense, plus pendant la campagne de 2018 avec M. Legault. Mais depuis ce temps-là, écoutez, je pense qu'ils font chambre à part. C'est assez évident. Surtout depuis que le PQ monte un petit peu plus dans les sondages. Merci beaucoup à vous trois. Merci José Legault, merci Alec Castonguay et Jonathan Trudeau. C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.